Et tout de suite sur Sud Radio, nous accueillons l'invité d'André Berkoff, maître Janine Bonadjunta, avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialisée en défense des victimes de violences conjugales, de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Ça s'appelle une défense légitime, effectivement, et pendant le confinement, mais hélas, pas seulement pendant le confinement, bien avant le confinement, effectivement, ces violences conjugales, ça fait quoi? Des siècles, des années qu'on en parle, et il y a eu, heureusement aujourd'hui, il faut bien dire d'abord que dans l'écrasante majorité, ce sont évidemment les femmes qui sont les victimes. Et il y a eu des lois, il y a eu un peu d'avancement des protections, et il y a eu surtout des avocats, des avocates qui se sont voués et qui se sont mis à la défense de ces femmes, justement, qui, effectivement, au bout d'un moment, n'en peuvent plus et réagissent. Et quelquefois vont jusqu'à la mort, mais la mort de leur conjoint qui les a traumatisés, violés, torturés pendant des années. Janine Bonadjunta et Nathalie Tomasini ont fait un cabinet et vous vous spécialisez là-dedans. Bonjour Janine Bonadjunta. Bonjour. Bonjour maître. Alors, vous dites, effectivement, vous avez d'ailleurs travaillé sur des causes, travaillé et défendu Alexandre Allange, dont on se rappelle très bien il y a une dizaine d'années, ce qui s'est passé, et puis Jacqueline Sauvage, beaucoup plus récemment, effectivement. Et vous parlez de légitime défense, et c'est bien de parler de légitime défense, parce que trop souvent, en ce moment, et pas seulement pour les violences conjugales, on fait des victimes des bourreaux et des bourreaux les victimes. Il y a beaucoup de confusion, d'ailleurs, dans des domaines extrêmement divers là-dessus. Et en tout cas, dans votre domaine, alors ce que je voulais savoir, et dans votre livre, vous en parlez justement avec Nathalie Tomasini, maître Bonadjunta, en fait, est-ce qu'il y a des caractéristiques, est-ce qu'on retrouve, sans faire de psychanalyse, je parle même sur le plan effectivement de votre défense, est-ce qu'on retrouve des schémas à peu près toujours similaires dans ces femmes qui sont venues vous voir, etc., et que vous avez eu à défendre? Alors, la constatation que nous faisons chaque jour, puisque depuis 2011, nous avons dédié le cabinet aux violences conjugales, les femmes qui viennent sont des femmes de tout milieu. Donc ça, c'est déjà la première remarque que je peux faire. Absolument. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des avocates, il y a des psychologues, il y a des médecins, des anesthésistes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment dans tous les milieux. Il peut y avoir aussi la secrétaire ou la femme qui ne travaille pas. Donc nous avons tous les milieux. Donc ça, c'est important, et tous les âges, ce qui est aussi très important. Peut-être une jeune femme de 19 ans comme une femme de 60 ans, voire plus. On l'a vu avec Jacqueline Sauvage. Donc ce sont des femmes généralement qui sont des femmes dans la bienveillance, qui sont des femmes aidantes dans le sauvetage de l'autre, et qui sont amoureuses, bien sûr, de l'homme avec qui elles partagent leur vie. On retrouve aussi des femmes qui sont, comme je vous le disais, infirmières, qui sont psychologues, des femmes à l'écoute de l'autre. Des femmes solidaires, vous voulez dire, en fait, dans la solidarité, quoi, avec l'autre. Absolument, ça, dans la bienveillance, et dans la croyance de le changer. Mais malheureusement, elles n'y arriveront jamais, quel que soit effectivement le mode de fonctionnement. Cet homme, même lorsqu'il demandera pardon, manifestement reprendra toujours. Les violences se répéteront malheureusement. Donc, ce sont des femmes qui aussi sont, les ont rencontrées, étaient dans une période de fragilité. Alors, je ne généralise pas parce qu'il ne faut pas généraliser, mais je vous dis un petit peu ce que je retrouve dans ma clientèle. Des femmes qui, au moment où elles l'ont rencontré, étaient fragiles, soit parce qu'elles avaient un vécu d'enfance difficile, parce que après une rupture, des femmes qui n'avaient pas forcément confiance en elles, qui n'avaient pas forcément l'estime d'elles-mêmes. Et ces hommes, elles les ont valorisées, en fait. Et elles se sont dit, mais comment un homme aussi merveilleux peut s'intéresser à moi? Voilà, ça a été leur manière de penser. Il y avait quand même il y avait une infériorisation de leur infériorité, de leur sentiment d'infériorité. On va dire une faille, une fragilité qui était peut-être exacerbée à ce moment-là de la rencontre. D'accord. Et puis, ces hommes ont fait en sorte de leur faire comprendre qu'elles avaient eu de la chance de les rencontrer aussi. Donc, ce qui n'a fait qu'amplifier leur fragilité. Mais voilà,
les principaux points, les principales orientations de ces femmes. Oui. Alors, Maître Bonajunta, du côté des hommes, est-ce que ça se déclare très vite? J'allais dire, parce que vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs, que je recommande, qui est Oui. tout à fait intéressant, qui donne beaucoup d'informations. Est-ce que du côté des hommes, très vite, après la romance, les fleurs, le ceci, le cela, les goûts communs, etc., vous en parlez, sur le cinéma, là, est-ce que très vite, la violence se déchaîne? Ou est-ce que ça met un certain temps ou pas? Du côté de l'homme, enfin du côté du conjoint. Alors, l'auteur des violences, effectivement, se manifeste très vite dans son caractère. De leur récit, je retiens qu'ils veulent se marier très vite, vivre très vite, en tous les cas, avec ces femmes. Ça va toujours très vite. Hein. Elles sont rapidement enceintes, voilà. Donc, la lune de miel dure assez peu. Hein. Et les premières gifles, et déjà même le jour du mariage, ça peut arriver, ou même avant, ça arrive extrêmement vite. Et malheureusement, ces violences s'amplifient. Elles ne se réduisent pas, bien au contraire. Elles se répètent. Il y a des moments d'accalmie, bien sûr. Hein, c'est un cycle de violence classique. Hein, il y a des moments d'accalmie où ils redeviennent comme elles l'avaient rencontré. Voilà, mais très très rapidement, les violences se répètent et s'aggravent, hein, je dirais. Et elles veulent toujours croire que ça va changer. Et elles pensent toujours que ça va changer, qu'elles vont retrouver le prince charmant qu'elles avaient rencontré. Car toutes les femmes qui viennent me voir me disent que c'était le prince charmant. Donc ce prince charmant qu'elles n'avaient jamais rencontré jusque-là, eh bien, elles veulent c'est un jour mon prince viendra, c'est ça. C'est un jour mon prince viendra. Absolument. Et avec le fantasme, c'est fou. Janine Bonajunta, restez avec nous. On continue ce face-à-face et qui nous apprend beaucoup de choses après une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je tiens à dire que Sud Radio est une des seules radios sans censure, parce qu'il y a beaucoup de radios qui censurent les questions qui dérangent un peu. Sud Radio, parlons vrai. Coronavirus. Soutien immédiat aux entreprises. Les mesures du gouvernement. Vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, indépendant, micro-entrepreneur ou une entreprise de moins de 10 salariés. Vous pouvez bénéficier d'une aide du Fonds de solidarité allant jusqu'à 1 500 €. Dans certains cas, une aide complémentaire peut être versée. Pour en savoir plus et bénéficier des mesures, rendez-vous sur économie.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. À partir d'aujourd'hui, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi Mon Espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez le faire en appelant le 39 49. C'est vraiment très simple. Continuez de rester chez vous. Pôle emploi redouble d'efforts pour vous soutenir, vous accompagner et vous répondre par téléphone au 39 49. Pôle emploi, on est là pour vous. Sud Radio, Dans la Haute-Garonne, à Revel, sur 104.7. But se mobilise pour que vos projets continuent à se réaliser. Dans 60 de nos magasins, un service de retrait de commandes au dépôt est disponible. Faites vos achats sur but.fr et venez les retirer sur rendez-vous en toute sécurité. Vous pouvez également vous faire livrer à domicile sans contact partout en France. Eh ben super, on peut enfin changer de canapé. Magasins concernés et modalités de retrait et livraison sur but.fr. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes toujours avec Maître Janine Bonajunta qui a écrit avec sa consoeur Maître Nathalie Tomasini. Ils ont un cabinet ensemble sur justement où ils défendent les femmes victimes de violences conjugales. Une légitime défense, c'est paru aux éditions Fayard. Justement, Janine Bonajunta, on parlait de cette espèce de lune de miel qui ne dure pas, cette espèce de fantasme du prince. Est-ce que ça explique ça? Parce que vous en parlez aussi beaucoup et on le sait, ce silence pendant... Parce que chaque fois qu'on a une affaire comme ça, nous de l'extérieur on voit ça, on dit mais enfin on comprend pas, ça fait des années, elle ne s'est pas plainte, elle n'a pas porté plainte, elle disait ça va, on voyait que ça n'allait pas du tout. C'est ça qui explique un peu ce oui mais ça ira mieux, cette espèce de silence, c'est la servitude volontaire et acceptée, c'est quoi? Alors, c'est ce qu'on appelle l'emprise, hein. C'est-à-dire que là, effectivement, d'une part, ces femmes sont amoureuses. L'homme qui est l'auteur des violences est très souvent le père des enfants.
Et ce sont des femmes qui vivent, comme beaucoup de femmes, lorsqu'elles se sont mariées ou lorsqu'elles se sont, effectivement, lorsqu'elles vivent avec ces hommes, ont une idée du couple fait et elles ne veulent pas vraiment imaginer que ça n'est pas possible. Donc, et puis, elles sont sous emprise. Ces hommes-là, généralement... ça va avec les violences, contrôle leurs faits et gestes, contrôle... Là, on vous entend plus. Oui, allez-y. Oui, pardon. Il y a eu un petit défaut. Les contrôlent aussi psychologiquement, hein, par des attitudes. Hein. Soit ils les humilient, soit évidemment, il y a des dégradations dans le couple par le verbe. Hein. Il insulte complètement. Donc ces femmes sont un petit peu en état de sidération. Elles ne savent pas très bien ce qui arrive. Elles n'arrivent pas à gérer la situation puisqu'elles ne sont pas dans un état normal et dans une situation normale. Donc par conséquent, partir bien sûr, mais partir où ? De quelle manière ? Est-ce qu'elles le peuvent financièrement ? Est-ce qu'elles le peuvent psychologiquement ? Parce qu'on ne peut pas être dans leur tête, parce que c'est trop difficile. Et juste un mot là-dessus, est-ce qu'en général, et on va parler des cas justement d'Alexandra Lange et de Jacqueline Sauvage, enfin les plus connus, mais aussi les autres, de Samia, etc. Est-ce qu'ils pensent à appeler, par exemple, l'aide sociale, puisqu'il y a souvent des enfants? Est-ce que autour d'eux, que ce soit les voisins, que ce soit l'aide sociale, que ce soit l'école, est-ce que dans les cas que vous avez eu à défendre, est-ce que ça réagit ou pas, ou ça reste un peu dans un silence prudent? Non, malheureusement, si vous voulez, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits. Ce qui se passe au sein d'un couple, les gens estiment qu'ils n'ont pas de droit de regard. Ça se passe dans un huis clos et il faut laisser effectivement le couple s'organiser de la manière dont il veut et dont il a décidé de le faire. Et effectivement, un tiers, un voisin, parfois aussi a peur de se heurter au refus de l'aide, même s'il veut apporter de l'aide à cette femme. Donc c'est très compliqué et c'est en ça que les mentalités doivent changer. Parce que il faut un élan de solidarité et compter sur la solidarité et des amis, des voisins, des collègues et de la famille. Des signes précurseurs. Une famille qui n'entend plus parler d'une femme doit imaginer quand même que ça n'est pas très normal, ou une femme qui maigrit, ou une femme qui n'a plus envie de rencontrer les siens lors de fêtes familiales. Ça doit être suspect, quelque part ça doit faire réagir. D'ailleurs, je rappelle, vous l'avez mis en 4e de couverture de votre livre, c'est quand même terrible. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son mari violent. Une femme meurt tous les 2 jours. Je pensais presque que c'était pas possible. C'est une statistique prouvée, ça, Janine Bojang-Junta. Oui, alors c'était tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou son compagnon, ou ex-compagnon ou ex-conjoint. Donc la violence, il faut pas la négliger. Il faut absolument estimer que c'est très grave. C'est pour ça qu'on a voulu dénoncer dans ce livre que les violences conjugales et les drames peuvent être arrêtés à la condition que tout le monde s'en empare. Parce qu'il faut dénoncer cette réalité. Tout à fait, mais il n'y a pas de loi, vous avez parlé de la loi de 2010 qui effectivement a fait beaucoup de bien, on va en parler, mais est-ce qu'il n'y a pas, dans les cas que vous dites, justement, on ne veut pas se mêler les affaires du couple, même si on constate que c'est terrible, mais que ce soit à l'école, l'assistante sociale, les voisins, il n'y a pas de loi de ce point de vue qui prévoit une sanction pour non-assistance à personne en danger ? Ça n'existe pas ? Il y a des lois, bien sûr, il y a des textes législatifs, mais faut-il encore qu'ils soient appliqués ? Et c'est, si vous voulez, pour certains magistrats, c'est la sphère privée et les peines, même lorsque les auteurs de violences sont condamnés, ne sont pas dissuasives. Elles ne sont pas du tout conformes aux textes en vigueur. C'est-à-dire que les textes prévoient des peines lourdes, puisque c'est une circonstance aggravante que d'exercer des violences sur son conjoint ou ex-conjoint. Mais en même temps, elles ne sont pas mises en application. Ces textes ne sont pas mis en application. Donc les peines ne sont pas dissuasives, il y a des rappels à la loi, il y a des médiations pénales, ce qui est un non-sens dans ce type de violence.
Oui, médiation entre qui et quoi. Dans votre pratique, dans votre cabinet, vous avez constaté que généralement, on va pas tout généraliser, mais généralement quand même, par rapport à l'ampleur des dégâts et de la destruction et de la violence et autres, les peines ne sont pas à la hauteur du crime, on peut dire, enfin du délit, de ce qui s'est passé. Du délit, c'est un délit. Absolument. Ouais. Non, mais de tout à fait. Ça, on peut le constater chaque jour que les peines ne sont pas à la hauteur des violences que ces femmes subissent. Et ce qui ne situe pas, il faut absolument des mesures d'éloignement qui ne sont pas respectées. Enfin, je veux dire, les mesures mises en place ne sont même pas respectées et ne sont pas les textes ne sont pas du tout appliqués. Par conséquent, il y a des grosses failles dans le système judiciaire actuellement que nous dénonçons dans ce livre. Parce que des magistrats ne connaissent pas ce qu'est le phénomène d'emprise, la notion d'emprise, le syndrome de la femme battue qui ne réagit pas comme une autre qui n'est pas battue. On lui demande de réagir comme une femme qui n'a subi aucune violence. Mais subir des violences, c'est extrêmement paralysant. Je veux dire, imaginez une scène dans un parking où un homme vous poursuit et vous bouscule. Cette femme est traumatisée pendant plusieurs mois, si ce n'est pas pendant plusieurs années. Donc imaginons qu'elle vive ça tous les jours, avec en plus son compagnon. Et qu'il la menace si elle dit qu'elle... C'est ça, et qu'il la menace si elle dit quoi que ce soit ou fait quoi que ce soit, d'aller encore plus loin. Il y a des menaces de suicide, de tuer tout le monde, c'est-à-dire les enfants et elle après, ou les parents de la femme, donc ou de la victime. Donc par conséquent, cette femme ne bouge pas, en essayant de se dire c'est pas possible, il y a un problème. Et puis quand il a ces crises de violence, il est le premier à dire que ces violences c'est à cause d'elle, elle s'est mal comportée, ou il a trop de travail, ou il a trop de soucis. Voilà, donc il a toujours une raison de s'excuser, mais en même temps de ne pas excuser l'autre, s'il en arrive à cette forme de violence. Oui, alors ce que vous dites, c'est il ressort d'ailleurs de votre livre et de ce que vous dites, Maître Bonajunta, que ce soit Alexandra Lange ou Jacqueline Sauvage ou d'autres, ont eu un véritable courage ou alors un ras-le-bol terrible. C'est quoi? C'est presque un réflexe de survie, de dire si je ne m'en débarrasse pas, si je le tue pas, je suis morte. Quoi, c'est ça. C'est lui ou moi. C'est quand même tout à fait. C'est ça. Ouais. Oui, c'est tout à fait un réflexe de survie. C'est-à-dire qu'à un moment, il a atteint un tel paroxysme dans la violence qu'elles disent, elles disent toutes, en tous les cas pour celles qui ont commis ce crime. Ce jour-là, il y avait dans ses yeux un autre regard qui me faisait penser que c'était les dernières minutes que j'allais vivre. Et par conséquent, j'ai été obligée de me défendre pour survivre. C'était un point de non-retour pour moi. C'était lui ou moi. On va en parler après les infos. Restez avec nous, Maître Bonajunta. C'est passionnant ce qui se passe là-dessus. On en reparle d'ici quelques minutes. Et oui, dans tous mes états, mais pas seul, avec des avocats dans tous leurs états qui défendent des femmes victimes de violences conjugales, avec les auditeurs de Sud Radio, avec ce qui se passe avec les médecins, la médecine que l'on traite quelquefois à géométrie variable. Tout ça, c'est à vous la parole. On vous écoute. Et je rappelle que nous sommes toujours en direct sur Sud Radio en compagnie de l'invité d'André Berkoff, Janine Bonadjunta, qui est avocate et co-auteur de ce livre Violence conjugale, 2 avocates en colère, publié aux éditions Fayard. 0826 300 300. Place à vos témoignages. Direction la Haute-Garonne. Nous donnons la parole à Christelle sur Sud Radio. Bonjour Christelle. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Écoutez, voilà, moi j'ai écouté votre avocate et j'ai l'impression qu'elle parle de moi en fait. Et donc, excusez-moi, je suis un peu émue parce que je parle pas souvent de tout ça. Donc, c'est une histoire qui remonte à 15 ans maintenant. Donc, avec mon ex-mari, on a eu 4 enfants. Et voilà. Et en fait, on se demande, les gens se posent souvent plein de questions. Pourquoi on ne crie pas, par exemple, quand on est battu? Donc, c'est très simple. Moi, je vais répondre à tous les gens qui se posent cette question. C'est que quand il y a des enfants, si on crie, les enfants sont réveillés, c'est les enfants qui vont prendre, tout simplement. Donc moi, il me frappait et justement, j'essayais de ne pas crier et de ne rien dire pour ne pas réveiller mes enfants. Après, pourquoi on ne part pas? Dans mon cas, je n'avais aucun moyen de paiement. On était à l'étranger. À l'époque, les enfants étaient sur le passeport des parents. Donc moi, je n'avais que ma fille sur mon passeport.
Donc je ne pouvais pas partir. Je pouvais pas partir parce que j'étais obligée de laisser mes fils qui étaient sur le passeport de mes enfants, de mon ex-mari. Donc voilà. Donc j'étais prisonnière en fait. Et puis c'est vraiment ça. Et puis après, sinon, on est isolé, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille. Il a fait le vide autour de nous, donc on peut pas se plaindre. Dès qu'on va à l'extérieur, on est sous haute surveillance avec, voilà, qu'est-ce que t'as fait, t'étais où? Alors c'est, voilà. Et puis après, qu'est-ce que je peux vous dire, que on est humilié en permanence, donc on sait plus trop où on en est. On n'a pas d'amis. Et par contre, à l'extérieur. C'est ça aussi qui est terrible, c'est que quand on était à l'extérieur avec des gens, ils m'ont censé, j'étais la plus belle, j'étais la plus chouette des mamans, j'étais la meilleure des femmes. Ouais. Et donc, il vous câlinait presque quoi devant les autres, c'est ça. C'était exactement ça, c'est-à-dire que je suis allée me plaindre une fois à des gens et les gens ne m'ont pas cru, donc je passais pour la folle en général. Et donc les gens ne me croyaient pas et donc voilà, on retourne avec son bourreau, on ne sait pas quoi faire. Et concernant la justice aussi, alors là, moi, on m'a laissé vraiment toute seule avec mes 4 enfants. On m'a laissée toute seule. Donc, je me suis galérée toute ma vie après avec mes enfants. Mais au moins, voilà, j'ai fait suivre mes aînés par des petits, mais voilà, ça n'a pas été super concluant. Mais les enfants vous avez refait votre vie, Christelle. Vous avez pu refaire votre vie. Pas du tout. Non, absolument pas. Pas du tout. Ça fait 15 ans et absolument pas. Et il a été condamné à moins à verser quelque chose. Non, parce qu'ils sont très très forts. Donc il a été condamné à ne pas payer de pension alimentaire parce qu'il s'est toujours fait passer pour pauvre. Et donc je n'ai jamais reçu de pension alimentaire pendant les 15 ans où j'aurais pu. Et puis il est mort quand même, il faut savoir qu'il est mort avec des appartements, des maisons en location sur Airbnb, etc. J'ai voulu prouver à tout le monde avec des trucs, avec des captations d'images, de tout ce qu'on... Et des preuves, il y en avait des milliers. Et non, la justice a toujours fusé à lui. Il a toujours... tout le monde a toujours cru qu'il était pauvre et malade, mais enfin la justice en tout cas, pas les gens qui voyaient comme moi. Non, très malins, ils sont très malins. Voilà, et puis aussi quand je me suis vraiment reconnue dans tout ce qu'a dit l'avocate, quand il frappait aussi, le fait, on avait l'impression qu'il n'était plus là, c'est-à-dire que le regard change, les yeux se vident, c'est des gens qui sont presque morts à l'intérieur. Et donc c'est sans fin, ça frappe, ça s'arrête pas. Il vaut mieux rien dire pour pas l'énerver. Donc on attend que ça s'arrête en fait. Et puis par moment quand ça s'arrêtait, notamment parce qu'on lui a échappé plusieurs fois avec mes enfants, j'ai eu le temps une fois on s'est échappé dans une forêt. Et voilà, il était pas loin de nous, mais il a pas réussi à nous rattraper. Donc tout ça c'est quand même traumatisant pour des enfants. Et voilà. Christelle, justement, je voudrais merci de votre témoignage, merci c'est pas évident de le dire et merci vraiment profondément de cela. Janine Bounadjounta, c'est vrai que vous entendez ça, vous avez dit évidemment. Oui. Alors moi j'entends ça et alors évidemment il faut mettre l'accent sur l'isolement et le contrôle des faits et actes de ces victimes, ce qui les empêche d'autant plus de parler, de se confier. Et d'autant moins que, comme vous l'a dit madame, en général l'auteur de violence a 2 visages. Un visage extérieur et un visage dans le huis clos familial. Le visage extérieur, c'est quelqu'un de vraiment d'extraverti, de plaisant, d'agréable, de serviable. Et le contraire de ce qu'il est en réalité chez lui. Donc la peur de cet homme ou de cet auteur empêche de bouger. C'est un effet extrêmement sidérant qui empêche de faire quoi que ce soit. On ne peut plus agir normalement. Et puis, vous l'avez entendu, ces auteurs ont aussi la faculté de se rendre insolvables. Ce qui fait que... Oui, c'est ça, j'allais vous poser la question. Voilà. Ils veulent absolument nuire à cette victime. Comment oses-tu me quitter ? Bien, puisque tu oses me quitter, bien tu vas le payer. Tu vas le payer très cher et notamment tu n'auras rien. Tu n'auras rien et parfois même tu n'auras même plus les enfants. Soit en les menaçant de se suicider, soit encore en disant je veux la résidence des enfants, parce que tu n'es pas une bonne mère, parce que tu as tous les défauts, et que même aujourd'hui, je risque même de te faire interner parce que tu es folle. Voilà ce qui peut arriver aussi.
Donc toute cette dépendance vis-à-vis de lui, finalement, est liée à toute cette réaction qu'il a vis-à-vis de ces femmes, qui ne partent pas aussi facilement. Et la dernière chose, enfin, que je voulais souligner, c'est que les enfants sont victimes indirectes, certes, mais victimes quand même. À mes yeux, les conséquences pour eux sont très graves dans leur construction. Que ça soit à l'adolescence, que ça soit dans leur scolarité, que ça soit d'un point de vue psychologique, les conséquences sont extrêmement graves. Oui, parce que tout se construit dans l'enfance et ils auront été témoins de ces choses terribles, horribles, et c'est sûr. Tout à fait. Voilà. Oui, merci Janine Bonajuntà. Je crois qu'on va restez avec nous, je crois qu'on va avoir d'autres témoignages, ou en tout cas sur d'autres choses aussi, d'autres faits. On attend. Auditeur de Sud Radio, c'est à vous avec Jean-Marie Bordry. Tout de suite au 0826 300 300. Alors là, on retrouve Mélissa qui nous appelle de Toulouse, qui voudrait revenir notamment sur cette polémique sur les traitements sur le coronavirus. Oui, Mélissa, bonjour. Bonjour. Alors je suis quand même très sensible à ce qui est en train de se dire vis-à-vis des violences conjugales. Et c'est vrai que j'avais appelé plutôt pour répondre à la question ou imaginer la réponse à la question de allons-nous trouver un traitement contre le coronavirus, le Covid-19. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'on l'a déjà trouvé en fait, même s'il n'est pas parfait. J'avais déjà des réserves quant aux objections qui avaient été faites sur la combinaison azithromycine et chloroquine quand il s'agissait des effets des effets secondaires qui pour moi étaient un faux argument parce que les effets secondaires sont des effets secondaires qu'on connaît depuis 90 ans et qui sont bien plus qui sont beaucoup plus maîtrisables que la mort ou que le Covid et qui donc ne justifient pas qu'on s'en prive du fait que un virus est quand même beaucoup plus légitime que de partir à l'étranger quoi. Bon. Ensuite il y avait eu ce fameux argument de l'expérience témoin qui manque. Alors en quoi ça gêne? J'ai envie de dire que ça gêne pas parce qu'au pire on a traité pour rien. Ensuite il y a ce fameux effet placebo. Oui, mais on peut pas dire, comme il n'y a pas eu suffisamment d'études, on peut pas dire que c'est la molécule qui a soigné parce que ça peut être l'effet placebo s'il n'y a pas de test en double aveugle. Donc ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on se prive de traiter parce que si on a guéri à cause d'un effet placebo, alors on veut pas guérir. Il faut que ce soit grâce aux médicaments. C'est complètement stupide. Moi, si on me guérit à cause d'un effet placebo, mais le résultat, c'est que je suis guérie. Donc, voilà, en fait, l'essentiel est ça. Bien sûr. Exactement. Bien sûr, Mélissa. Et cette histoire de confinement, moi, j'ai l'impression qu'il y a on n'arrête pas de dire oui, les traitements, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Moi, j'ai envie de dire que là, pour l'instant, ils sont dans la non-assistance en personne en danger. Et pour revenir sur cette histoire d'expérience témoin, les mêmes qui disent aujourd'hui que si le Covid est en train de ralentir, c'est grâce au confinement. Excusez-moi, mais on n'a pas fait d'expérience témoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas isolé de régions qu'on a refusé de traiter. Et aujourd'hui, pour comparer l'évolution naturelle du virus d'entre les régions confinées et les régions non confinées. Et là, c'est en train de ralentir. On dit que c'est forcément grâce au confinement, alors que ça pourrait être l'évolution naturelle du virus. Et évidemment, au moment où on aurait dit, non, il nous faut une expérience témoin, il faut qu'il n'y ait pas de confinement dans une région, personne n'aurait voulu ça, parce que personne n'aurait voulu se mettre en danger pour une expérience, bien sûr. Par contre, on veut bien se mettre en danger pour ne pas prescrire. Et ça, moi, je comprends pas. On retire aux médecins leur capacité de faire de la médecine. Les médecins n'ont plus le droit de faire de la médecine et ça tombe sous le coup de la loi. Ou en tout cas, on les menace d'être soumis à la loi ou à des pénalités. On ne s'appartient plus, les médecins ne s'appartiennent plus et la politique vient mettre du désordre dans tout ça. Donc pour moi, on a déjà des traitements, même s'ils ne sont pas parfaits, et c'est juste qu'on refuse de faire quelque chose. D'accord. Merci Mélissa. Le docteur Becker, je crois, qui va être avec nous, il va répondre aussi, mais on prend un autre auditeur là tout de suite. Absolument. Merci. Tout de suite, on a Franck qui nous appelle du Morbihan, qui voudrait donner un témoignage sur une scène de violence conjugale. Oui, bonjour Franck. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices. Merci. Voilà, juste un témoignage. Donc, je travaille dans le Morbihan en tant qu'agent de sécurité. Un jour, donc, je faisais la sécurité pour une banque.
Une dame donc qui a été, qui je suppose devait subir malheureusement les coups de son compagnon, en me voyant devant la banque, est sortie de sa voiture, elle a crié au secours. Donc je trouve que cette dame-là a très très bien réagi. Moi j'ai fait de mon mieux, je me suis interposé donc entre elle et son compagnon, nous avons appelé la police. Tout ça pour dire que voilà, mesdames, si jamais vous êtes victime de ce genre de choses-là, il faut surtout pas hésiter à crier au secours dans la rue et voilà, il y a des hommes comme moi, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je suis un homme tout simple. Non, mais il y en a qui réagissent, oui. Bien sûr, mais voilà, bien sûr, mais c'est surtout, voilà, en fait, si vous voulez, c'est surtout un témoignage, comment je peux dire, de compassion envers ces femmes-là. Tous les hommes ne sont pas des salauds, et heureusement. Et voilà, donc surtout, mesdames, n'hésitez pas à crier au secours. Voilà, il y a des hommes bien, qui viendront vous aider. Moi, je me suis juste interposé. J'ai fait en sorte que monsieur ne tapait pas sur madame. J'ai appelé la police. Et après, la fin de l'histoire, monsieur était placé en garde à vue. Parce que il s'est avéré que malheureusement madame était vraiment c'était pas des mensonges. Et voilà, donc monsieur était placé en garde à vue. Voilà. Ouais, merci Franck, merci pour votre témoignage. Oui, c'est vrai, Janine Bonin-Juntas, c'est vrai qu'il faut dire non, c'est pas, d'ailleurs, vous le savez, d'ailleurs, vous l'avez pas dit de vous-même, c'est pas une histoire de femmes contre des hommes, c'est des salauds, avec, voilà. Nous avons aussi des hommes victimes de violences. Moi, j'ai 2 conseils à donner à ces victimes de violences. Je crois qu'il faut pas aller trop loin dans l'acceptation de la violence. Car les violences conjugales et les drames qu'elles engendrent n'arrivent pas qu'aux autres. Ça peut arriver demain à vos sœurs, à votre famille, à votre cousine, à vos filles. Donc je dirais, il faut identifier ce que vous vivez. Il ne faut pas prendre à la légère ces violences. Et ce qui vous permettra de réagir, et la seule réaction possible, c'est de couper le lien et de partir. Il n'y a pas d'autre solution. Vous faire aider par votre entourage, mais partir. Vous n'avez pas le choix. Sinon, ça va redoubler et ça va être dramatique. Même avec des enfants, même sans ressources, partir, parce que sinon, ça s'enfonce encore plus dans le drame. Alors, partir, essayer de préparer en amont, en allant voir des associations quand elles peuvent, en essayant d'obtenir des aides. Enfin, je veux dire, il faut tout mettre en place pour qu'elles puissent avoir un appartement ou un hébergement. C'est vraiment le problème, effectivement, en France, qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement, et c'est tout le problème de la prévention en France, dans tous les domaines d'ailleurs, y compris dans les violences conjugales. Il faudrait qu'il y ait des centres d'hébergement avec des structures aussi pour les enfants, avec des aides pour former les femmes qui ne travaillent pas, pour que les enfants soient en sécurité et dans un milieu qui puisse leur permettre de vivre correctement leur avenir. De protéger et de s'épanouir. Merci beaucoup, Maître Bonin-Junta, pour votre analyse et pour votre livre que je rappelle et que je recommande. Une défense légitime, violence conjugale, 2 avocates en colère chez Fayard. Mais on reviendra là-dessus parce qu'il est inadmissible qu'en France aujourd'hui, encore des gens se fassent tabasser, se fassent pratiquement tuer par des salauds et des crétins, quels qu'ils soient, d'ailleurs de quelque sexe qu'ils soient d'ailleurs. Et vous continuez, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, à nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et on continue de parler des violences, mais de cette immense violence aujourd'hui mondiale qu'est le coronavirus. C'est Dr Becker, vous êtes avec nous, je vous en remercie. Vous êtes médecin généraliste à Strasbourg et membre du collectif Laissons-les prescrire. Important, laissons-les prescrire. Vous avez écouté Mélissa, qui a effectivement pris parti d'ailleurs pour ce que vous disiez, ce que disait aussi le docteur Epstein. C'est-à-dire, au fond, laissons les médecins médeciner. Vous avez évoqué Molière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il est quand même inadmissible qu'on soit dans ce non-dit, dans cette espèce de parenthèse. Et alors, Mélissa disait, docteur Becker, il y a quand même un protocole, parlons de parler celui-là. Enfin, le protocole Raoult, que effectivement une partie des gens vouent aux gémonies. Je me rappelle à la télévision, à la radio, charlatan, touche à tout, psychiquement démoli. Qu'est-ce que c'est que ces rages contre certains, alors que bon, c'est de l'essai, mais pas de l'essai qui va rendre plus malades les patients, au contraire, docteur Becker.
Alors, c'est vrai que c'est une rage qui est un petit peu incompréhensible parce que ce qu'a fait le professeur Raoult, c'est donner une impression. Il fait des tests en testant l'hydroxychloroquine parce qu'il sait que c'est un médicament antiviral et il remarque par hasard qu'en association avec l'azithromycine, il obtient des résultats relativement spectaculaire. Et il fait part de cette impression parce que on est dans l'urgence, parce que il faut traiter des gens, parce que chaque journée de perdu, ce sont des gens qui vont mourir. Et on traite de charlatan parce qu'il a donné son impression, il l'a un peu publié, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que c'est le plus grand infectiologue du monde et que à partir de ce moment-là, il est très difficile pour quelqu'un comme moi, par exemple, ancien médecin généraliste, de me permettre de critiquer ce qu'il dit. Et j'ai bien envie de le suivre dans la mesure où son traitement est connu, utilise des médicaments qui n'ont comme effet secondaire que des éléments qui sont largement connus, largement documentés, et qui ne coûtent pratiquement rien. Et dès lors, je n'ai pas compris tous les gens me posent cette question, pourquoi est-ce qu'on s'acharne contre ce traitement? Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai été sidéré par l'intervention de votre auditrice qui a comparé les effets en double aveugle avec le confinement. C'est absolument génial. C'est vrai que jamais ça n'a même seulement été envisagé. J'avais bénéficié en 2002 d'une conférence du professeur Daniel Christman sur la future grippe aviaire H5N1. Et ses craintes se situaient avec un facteur 10 supérieur au coronavirus. On parlait de dizaines de millions de morts et de centaines de milliers de morts en France. Mais jamais le professeur Christman n'a évoqué de confinement parce que pour lui, il était certain que le virus circulant à la vitesse des avions, à partir du moment où il était apparu chez un patient en Chine, il était certain que toute la France était infectée. Or, les Chinois ont fait quelque chose d'inimaginable. Ils ont totalement confiné Wuhan. Et ça, c'était même pas concevable. 60 millions de personnes qui ne peuvent plus ni entrer ni sortir de leur cité. La population de la France. La population de la France. D'un seul coup, et là c'est du confinement vrai. Hein. En Chine, vous vous promeniez pas dans les parcs. Hein. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Et donc, nous avons embrayé le pas avec un confinement en se disant, profitons-en. Et il est vrai que nous n'avons absolument aucune idée scientifique de savoir, à part des projections mathématiques, de savoir si c'est efficace ou pas. Le virus est-il en train de disparaître par des raisons de saisonnalité, comme le dit le professeur Raoult, pour des raisons de toute évolution de maladie épidémique, elles suivent toutes la même courbe. Est-il en train de disparaître grâce au confinement? De combien avons-nous écrété la courbe? Ce ne sont que des hypothèses mathématiques et il n'y a pas été fait heureusement, il n'a pas été fait de tests en double aveugle. Là aussi, on a traité sans se préoccuper de savoir si c'était efficace ou pas. Mais bien sûr. C'est-à-dire que si on guérit, comme disait Mélissa, elle a raison, placebo ou pas, si je guéris. C'est le plus important, quand même. Et l'effet placebo est un effet médical qui est reconnu. Quand vous êtes traité par l'effet placebo, vous êtes traité. Les maladies disparaissent grâce à l'effet placebo. Et il est absolument scandaleux d'éliminer l'effet placebo du traitement alors qu'il faut l'éliminer du test. C'est ce que je disais. Soit on teste un médicament pour savoir si on va le mettre sur le marché, c'est le laboratoire qui fait ça, soit on veut soigner des malades. La démarche est totalement différente et Raoult a pris la démarche de vouloir soigner des malades et pour l'instant on l'en empêche. Merci, Dr Becker. On va reparler de tout cela, bien sûr. Restez avec nous, c'est très bien. Mélissa, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ah non, je suis très contente d'avoir eu cette réponse-là et je vous remercie. Je voudrais éventuellement ajouter que effectivement, là aujourd'hui, se priver de tentatives de soins, c'est dire aux gens, ah bah non, désolé, vous n'êtes pas tombé malade au bon moment, du coup vous allez mourir parce qu'on préfère pas prendre de risques. Voilà. Merci Mélissa, merci. Espérons que ça se passera pas comme ça. Nous avons qui, Jean-Marie ? Eh bien, dans quelques instants, mon cher André, nous serons en direct avec Jonathan qui nous appelle du Calvados, qui a une question à poser notamment au Dr Becker. Restez avec nous, continuez à nous appeler 0826 300 300 et à tout de suite sur Sud Radio. Auditeur de Sud Radio, c'est à vous.
Et je rappelle que nous sommes toujours en direct sur Sud Radio avec notre invité Humphrey Becker qui est ancien généraliste à Strasbourg. 0826 300 300. Franck nous appelle du Calvados. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé de prénom. C'est Jonathan, toutes mes excuses. C'est Jonathan. Voilà. Alors moi je tiens à vous appeler parce qu'en fait je suis cuisinier traiteur en chômage partiel. On ne bénéficie pas forcément du télétravail, donc une perte de salaire assez importante. On demande à nous salariés de faire de nombreux efforts donc sur notre salaire, ce qu'on ne voit pas avec nos parlementaires et nos membres du gouvernement. Ainsi qu'aux patrons qui, eux, créent de l'emploi et nous permettent de vivre décemment. Et ma question est la suivante, en fait, comme certains parlementaires de la France Insoumise préconisent le masque en distribution gratuite, je pense que ce serait une mesure qui serait humainement responsable. Je trouve ça quand même aberrant qu'au vu des dépenses qui ont été faites par notre État, on a entendu... C'est 10 000 respirateurs qui ont coûté la modique somme de 30 millions d'euros, mais qui sont inutilisables, donc de l'argent clairement jeté par les fenêtres. Est-ce que ce serait pas humain et responsable aujourd'hui, sachant qu'on est une population de précaires, une population de chômage partiel, tous ces gens qui font des efforts? Est-ce que ce serait pas aujourd'hui, on serait pas dans une logique de permettre à beaucoup voire la totalité de les avoir gratuitement, les masques? Tout à fait. Tout à fait. Mais vous avez, Jonathan, vous avez posé une très bonne question, surtout que dans beaucoup de pays, notamment au Maroc, c'est distribué gratuitement. Oui, et je ne parle pas de pays d'Europe. Et on voit aujourd'hui, nous avons reçu en début d'émission les pharmaciens. Et justement, aujourd'hui, premièrement, la secrétaire d'État au commerce dit on ne peut pas, on ne va pas plafonner les prix comme on l'a fait pour le gel hydroalcoolique. Et que les masques seront vendus effectivement 3,50 €, 5 € ou 8 € en fonction, les jarbelles, c'est des masques, pas du tout des masques chirurgicaux, ou encore moins le FFP2 pour tout le monde, ce sera des masques en tissu, ou en soie pour lavables. Alors s'ils sont lavables plusieurs fois pendant une semaine, ils coûteront tant, et s'ils ne le sont pas, ils coûteront tant, mais apparemment, la distribution gratuite de masques, en tout cas, elle n'est pas pour demain, et pour l'ensemble de la population, et surtout, Jonathan a raison de le souligner, pour les gens qui sont en chômage partiel, ou en chômage total, et qui sont précaires. Docteur Becker, qu'est-ce que vous en pensez? L'histoire des masques est quelque chose de terrible parce que on s'est retrouvé dans cette situation suite à une erreur dramatique de nos édiles politiques. Je vous avais parlé du professeur Christman en 2002 qui a craigné la grippe aviaire H5N1 et le gouvernement avait réagi. Je vous rappelle que sous Roselyne Bachelot en 2009, nous disposions de plus d'1 milliard de masques parce que il était évident qu'une immense pandémie allait nous tomber dessus. Or, j'ai vu de mes propres yeux un député l'injurier en disant mais comment est-ce que vous avez pu vous permettre de stocker des quantités pareilles qui ne servent strictement à rien? Et voilà, et donc les gouvernements successifs ont supprimé ces stocks jusqu'à arriver au stock actuel de 150 millions qui est totalement insuffisant, et le gouvernement actuel peut faire ce qu'il veut, il ne peut ni les fabriquer parce que tous les moyens humains et techniques de l'État et de la France sont mis en œuvre pour fabriquer des masques, mais on n'arrive pas à suivre nos besoins, et ne peut pas les acheter parce que tous les pays du monde en veulent. Donc on se retrouve dans cette situation qui est inextricable. Ça ne sert à rien de crier au gouvernement donnez des masques, dites-nous comment faire pour les donner. Je n'imagine pas que le gouvernement essaye de garder les masques pour lui, il essaye de faire ce qu'il peut. Je suis dans une ville à Antibes où notre maire va faire distribuer gratuitement des masques aux gens inscrits sur ces listes électorales. J'espère qu'il aura la faculté, il le fait, de le distribuer également aux indigents qui ne seraient pas inscrits, mais chacun fait comme il peut. Le gouvernement n'est pas responsable de tout. En tout cas, la France a commis une erreur entre 2009 et aujourd'hui, nous la payons et faisons ce que nous pouvons avec notre esprit inventif pour réussir à corriger cette erreur. Oui, et d'ailleurs, vous voyez bien, il y a énormément de choses qui se font avec les merceries, avec énormément des couturières, des milliers de couturières, etc., qui s'y mettent. Hein. Il y a énormément de sites, etc., de solidarité. Espérons, alors je ne sais pas si ça suffira, ça c'est un autre problème. Et puis on n'a pas eu, Dr Becker, quand même quelque chose, et un auditeur hier dans Berkov dans tous ses états le disait, mais écoutez, nous on a acheté, mais on a dit on vous payera à crédit, on vous payera dans 3 mois
mois, 6 mois, 1 mois, on commence maintenant. Les Américains disaient, ils arrivaient sur le tarmac en disant, écoutez, voilà l'argent, voilà les valises de billets, allez, on l'achète. Eh ben oui, il serait temps d'avoir un tout petit peu l'esprit entrepreneur chez ces braves énarques bureaucrates quand même. Faut savoir où on est dans la vie, quoi. Mais pas trop, parce que je vous rappelle que les régions, elles, se sont battues. Les régions sont au service des citoyens, se sont battues pour obtenir des masques, et le gouvernement n'a pas hésité à envoyer l'armée pour les réquisitionner et les faire disparaître, alors que c'est les présidents des régions, je parle par exemple pour la région Grand Est, que sont les présidents des régions qui se sont battus pour les obtenir et qui se les sont fait souffler sous le nez par l'État. C'est vrai, oui, c'est vraiment, il y a les morales de l'histoire qui rappellent La Fontaine, hein, selon que vous soyez puissant ou misérable. Merci, docteur. Un autre auditeur, cher Jean-Marie. Absolument. Merci à Jonathan pour son appel sur Sud Radio et pardon de l'avoir mal nommé. Et tout de suite, on retrouve Martin qui nous appelle de Perpignan sur Sud Radio. Bonjour Martin. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Je crois qu'un peu le précédent auditeur a dit un peu ce que je voulais dire, mais bon, à savoir que il semble quand on regarde beaucoup d'autres pays d'Asie du Sud-Est ou même des d'Europe, pays, ou même d'Europe, hein. Ou du Maroc, ou autre, ou d'Afrique du Nord, Oui, voilà, qu'en fait que le confinement c'est la solution des gens qui n'ont pas de masque, et voilà quoi. C'est la solution des pays qui n'ont pas de masque, quoi. Voilà, et c'est une solution qui va coûter très cher, et puis on ne sait même pas si c'est une solution, puisqu'en fait les pays qui ne confinent pas et qui ont des masques ont beaucoup moins de morts que nous, à moins que les chiffres des morts... Non, mais apparemment, c'est le cas, et vous avez tout à fait raison. Et justement, je voudrais poser la question au docteur Becker quand vous dites on confine. Et l'histoire des tests, docteur Becker, est-ce qu'on est aussi démuni en tests que l'on a été ou que l'on est hélas encore en masque, d'après ce que... Je ne suis pas spécialiste, mais il est bien évident qu'il est extrêmement difficile de produire et de mettre à disposition de l'ensemble de la population des tests suffisants, en nombre suffisant, dans un délai aussi court. Je vous rappelle qu'il y a 2 sortes de tests. Les tests nasaux, les tests CPR, qui permettent de savoir si le patient est porteur du virus, et les tests sérologiques qui permettent de savoir s'il a été en contact avec le virus. Dans les 2 cas, on est confronté à une difficulté. Dans le premier cas, il est possible que le test soit négatif alors que le patient est porteur du virus. Et dans le deuxième cas... asymptotique. Non, même pas. C'est on vous fait un test, on vous dit vous ne l'avez pas, mais vous l'avez quand même. Donc, ce test est extrêmement délicat pour permettre à des gens de dire que voilà, vous avez le droit de vous promener sans risque. Ces tests sont faits principalement pour identifier les malades porteurs du Covid et d'alimenter les statistiques ou de leur donner le traitement approprié, si on a le droit. Le deuxième test, le test sérologique, lui, va être certainement diffusé dans de très très nombreuses, pratiquement dans toute la population, mais il faut 2 choses. Il faut d'abord qu'il soit fiable, et pour ça, il faut être certain que les tests que l'on achète correspondent à quelque chose qui permette de dire si le test dit que vous êtes en relation avec le virus, et c'est que vous l'êtes réellement à 99,9% et pas à 96 ou à 95. Nos amis anglais ont acheté des millions de tests formidables faits en Chine, parfaitement agréés et tout, et quand ils les ont testés, ils ont pu les jeter à la poubelle. Donc la prudence du gouvernement français ne m'apparaît pas totalement irréelle, et pourtant un laboratoire strasbourgeois est en train de développer un test qui aurait le label européen mais qui n'a pas le label français. Dans tous les cas, même si ils étaient agréés, même s'ils pouvaient, avec tous les moyens industriels qu'ils ont, ils pourraient faire dans les 500 000 tests, ils pourraient fabriquer dans les 500 000 tests par semaine. Donc en aucun cas, ils pourraient alimenter tous les besoins de la France. Donc c'est extrêmement difficile et on n'y sera pas à court terme parce que c'est techniquement, humainement très difficile.
Bien sûr, docteur. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on aurait pu commencer il y a 2 mois. Mais enfin, ça, non, c'est autre chose. Il fallait pouvoir il faut d'abord les créer. C'est-à-dire qu'il faut que les chercheurs déterminent comment faire, qu'ils cherchent comment fabriquer les tests, qu'ils trouvent la technique, ensuite qu'ils le fabriquent, puis qu'ils l'essayent. Mais je comprends pas. Mais pourquoi en Allemagne ils le font 10 fois plus qu'en France? Pourquoi en Allemagne on peut pas prendre ça aux Allemands? Enfin, je ne sais pas, s'inspirer des chercheurs allemands. Vous avez des tas de pays font des tests PCR qui ne vont pas leur permettre de savoir si réellement l'ensemble de leur population est immunisée ou pas, puisque même s'ils en font 10 fois plus que nous, on reste à des chiffres très très bas par rapport à l'ensemble de la population. En même temps, leurs chiffres c'est vrai, mais leurs chiffres de contaminés, leurs chiffres de décès sont aussi très très bas par rapport à nous. En tout cas jusqu'à présent. Mais c'est pas lié au test. Mais je n'en ai pas d'explication. Et souvent, il faut quand même savoir que souvent on regarde des chiffres de décès et on essaye de les comparer. Il faut toujours comparer ce qui est comparable. Je vous rappelle qu'en France, nous avons l'honnêteté d'inclure dans les décès en EHPAD. Ce que nos voisins ne le font pas toujours et même ne font très rarement. Docteur, nous n'avons eu ça certes, mais enfin, je veux pas pour être critique à l'égard de la France, mais on n'a pas du tout inclus les décès hors EHPAD et les décès en ville, et les chiffres s'accordent à dire que c'est 30 000 et non pas 20 000 si on comptait les décès en ville. Et puis surtout, vous savez, et surtout, moi, ce qui me met très en colère, c'est comment on donne des chiffres de décès sans parler tout de suite du niveau de population. Quand l'Amérique a 40 000 ou 45 000 décès avec 365 millions d'habitants, c'est pas la même chose que la France avec 30 000 décès et 65 millions d'habitants. Et c'est vrai pour tout le monde, quoi. N'oubliez pas de donner la population, quoi. Exactement. Ouais. Et sûrement, on donne aussi le nombre de décès par personne infectée. Et que quand les Allemands font 10 fois plus de tests que nous, il est normal que leur taux de décès soit 10 fois inférieur. C'est quelque chose de mathématique. Si vous faites 10 fois plus de tests, vous aurez un nombre de gens infectés 10 fois supérieur, et donc le nombre de décès, lui, étant stable, vous avez 10 fois moins. 10 fois inférieur. Merci. Jean-Marie, on a d'autres appels. Nous avons Violette qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Violette. Bonjour, cher André. Est-ce que je peux vous appeler cher André? Mais absolument. Au contraire, ça me flatte. Merci pour vos émissions, merci à Sud Radio, c'est un plaisir de vous écouter. Moi je vous appelle parce que je suis étonnée de ne pas entendre de nouvelles de ce grand événement-là, à savoir l'ordonnance du 22 avril. Parce que Maître Krikorian, avocat au barreau de Marseille, a fait un communiqué de presse, annonçant que il avait déposé une requête au Conseil d'État pour faire annuler le décret du gouvernement qui interdisait aux médecins de prescrire la chloroquine. Et il a gagné. L'ordonnance du 22 avril rétablit le droit pour les médecins généralistes de prescrire la chloroquine. Et ils disent que même à partir de cette ordonnance, on va pouvoir aller plus loin et faire pression pour avoir des stocks. Oui. Et donc vous demandez où ça en était, enfin une semaine après. Je ne demande pas où ça en est parce qu'en fait j'ai écrit, comme je rencontrais beaucoup de scepticisme, les gens se méfient des fakes et tout ça, et donc on me disait c'est pas vrai, sa défense est légère, je sais pas quoi. Donc j'ai carrément fait un mail à Maître Krikorian, il m'a répondu très gentiment dans les 3 heures en m'expliquant, regardez, article de loi, voilà, c'est imparable, il n'y a aucun doute possible, les médecins généralistes ont le droit de prescrire la chloroquine. Donc c'est quand même une grande victoire. Mais c'est certain, je crois que Dr Becker ne va pas à l'encontre de ce que vous dites. Un petit peu, j'ai lu avec beaucoup d'attention l'arrêt du Conseil d'État et j'ai du mal à y trouver l'argument de Maître Krikorian. Je suis effondré qu'il n'ait pas gagné. C'est absolument scandaleux et totalement incompréhensible pour moi. Mais toujours est-il que l'arrêt du Conseil d'État n'annule pas cette partie du décret du 25 mars.
les articles 7 et 8, certes, font état de la prescription d'hydroxychloroquine par les médecins généralistes, mais je vous promets que si vous prenez la copie de cet arrêt, vous allez dans une pharmacie avec votre carte de médecin, le pharmacien ne vous donnera pas de plaquenil. Hein. Ça, c'est garanti. Ce n'est pas marqué en clair. Comment dire, vous voulez dire, attendez, Oui, vous voulez dire par rapport à ce que dit Violette, en fait, c'est-à-dire que si vous, médecin, moi, docteur Berkoff, je vais demain, voilà, j'ai le droit, j'ai prescrit, parce que l'ordonnance du 22 avril, les médecins généralistes peuvent prescrire la chloroquine. Je vais demain, avec l'ordonnance du docteur Becker, je vais à ma pharmacie, et le pharmacien ne me la délivrera pas. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Malgré le fait que, effectivement, ce soit contestable, qu'on puisse lire d'une certaine façon, et le maître Krikorian est un spécialiste du Conseil d'État, qu'on puisse lire d'une certaine façon que le Conseil d'État n'a pas dit non, il a aussi renvoyé l'affaire sur le fond. Et il est extrêmement délicat d'affirmer que c'est une victoire. Dans un premier temps, c'était plutôt un échec, et surtout un échec cuisant, si on renvoie l'affaire sur le fond, ce sera fait après la guerre, quoi. Oui, c'est ça. Merci. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite. Continuez à nous appeler 0826 300 300. La consultation du Dr Berkoff continue jusqu'à 14h sur Sud Radio. Vous avez encore le temps. À tout de suite. Dans tous nos états, auditeurs de Sud Radio, dans tous nos états, nous continuons à vous écouter avec le Dr Becker, à vous entendre. C'est à vous la parole. Et la parole est à Paola qui nous appelle des Hauts-de-Seine au 0826 300 300. Bonjour Paola. Oui, bonjour. On vous écoute, chère Paola. Alors, j'ai 2 points là à relever, je crois que ce sont les points principaux. Hein. D'abord, la question des masques. Des masques qu'on parle depuis 2 mois, il n'y a pas de masques, il y a des masques, il y en a par million, il n'y en a pas par million. Bon, on continue à dire que les masques vont coûter, voilà, 3 euros, 5 euros, 10 euros, bon, c'est pas exactement. Je trouve ça honteux qu'on doive marchander, voilà, c'est une espèce de marché noir sur les masques qui vont être indispensables pour tout le monde, d'après ce qu'on a compris. Alors, personnellement, je fais des masques quand j'ai le temps de le faire et je le distribue gratuitement à mes collègues. Avec quel matériau? Qu'est-ce que vous utilisez, Paola? Du tissu, c'est ce que j'ai à la maison, du tissu, de l'élastique quand j'en ai, voilà ce que je fais. Mais au moins, c'est déjà une protection. Maintenant, valable ou pas valable, autorisé ou pas autorisé, c'est mieux que rien. Je trouve que c'est mieux que rien. Et j'en distribue à mes collègues aussi, qui doivent prendre les métros, les bus et tout le reste pour venir travailler et qui n'ont pas de masque, logiquement. Déjà de 1. J'ai été ce matin aussi pour avoir, soi-disant, des masques gratuits pour mon mari qui est à risque. Le pharmacien ne sait pas s'il peut me les donner, s'il peut pas, s'il y en aura, s'il n'y en aura pas. Dans une semaine vient nous dire le président du syndicat des pharmaciens. Ah d'accord, on verra ils affirment, je sais pas, voilà ce qu'ils nous ont dit. Oui. Et pour le docteur Raoult aussi, ça aussi c'est honteux, on continue à le critiquer, on continue à lui mettre des bâtons dans les jambes, alors que c'est la seule et unique personne qui depuis le début fait quelque chose pour sauver des vies. Alors je ne comprends pas non plus cette interdiction de pouvoir utiliser son protocole. Personnellement, j'ai aussi un papier dans mon sac et dans les papiers de mon mari aussi. Au cas où on devrait être malade du Covid-19, on veut être soigné avec son protocole. Je suppose que c'est inutile vu ce que je viens d'entendre là justement dans votre émission, mais je trouve ça honteux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On nous a envoyé à la guerre, tout nu, comme j'ai entendu quelqu'un aussi, sans rien. Sans munitions, voilà, oui, absolument. Sans rien. Absolument. Alors, cette histoire a du ridicule, je trouve. Je ne sais pas où on va. Non, mais vous avez raison de poser la question. Vous savez, on se la pose dans l'émission depuis partout sur Sud Radio depuis quelques semaines. Vous le savez, même des mois. Oui, je vous écoute. Et premièrement, je vais vous dire, sur les masques, on va pas revenir là-dessus. Le docteur Becker on en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a eu manque
totale de se dire il y a un risque de pandémie. Vous savez ce qui se passe, c'est que, et c'est pas seulement en France, hein, un peu partout, ils se sont dit ah oui mais les pandémies c'est pas pour nous, ça n'arrivera qu'aux autres. Hein. Vous savez, c'est Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl atomique qui franchirait pas les frontières de la France. Hein. Il reste en Russie, il n'en veut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le manque de prévision, même au-delà de la prévision du risque. Bon, maintenant on essaie de pallier au plus pressé et j'espère qu'on y arrivera. En ce qui concerne effectivement le protocole du professeur Raoult, je ne me prononcerai pas, je n'ai absolument pas la compétence de me prononcer, mais ce que vous dites est très juste, ça existe, c'est là. D'ailleurs, docteur Becker, je vous pose aussi la question. Au fond, est-ce que derrière, vous dites, on a parlé, est-ce que derrière tout ça, très franchement, vous allez me dire, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même de formidables conflits d'intérêts, on a parlé, avec un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Il faut le dire, le Covid, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ça coûte, la boîte coûterait 10 €. Et quand vous avez d'autres médicaments qui coûteraient 400 ou 500 €, et le monde entier c'est la pandémie, vous voyez un peu la manne céleste qui risquerait de s'abattre. Est-ce que ça ne joue pas, docteur Becker? Alors d'abord, vous dites vraiment que des choses qui sont fausses. La boîte de Plaquenil ne vaut pas 10 €, elle en vaut 5. Et le médicament alors, dont si vous parlez... je veux bien être faux de ce côté-là. Alors ça me va très bien. Le médicament dont vous parlez qui vaut 400 €, il en vaut 800 et des fois, il faut faire d'autres injections qui sont à 1600. Alors, néanmoins, si vous voulez, je n'arrive pas à pouvoir imaginer, penser que des intérêts financiers soient là derrière. Néanmoins, on est quand même face vous êtes pris en flagrant délit d'angélisme. Non, on est quand même face à quelque chose. À l'heure actuelle, il y a un essai extrêmement prometteur sur le médicament du laboratoire Roche, le Roac-Metra, qui permettrait de diminuer le nombre de morts des patients hospitalisés en réanimation. Et pour ce médicament, les tests sont effectués à une échelle suffisante et en double aveugle. Il est certain que ces tests sont financés par le laboratoire. Il est certain également que Sanofi, qui produit le Plaquenil, fait ce qu'il peut en promettant aujourd'hui 100 millions de doses de Plaquenil gratuites. On ne sait pas pourquoi il serait prêt à produire 100 millions de doses gratuites si ça sert strictement à rien, mais toujours est-il qu'ils sont prêts à le faire. Mais ces 100 millions de doses au prix que je vous ai indiqué vont représenter, 7-8 millions, même pas 6 millions de chiffre d'affaires pour eux, contre les milliards qui pourraient être dégagés par Roche. Et Sanofi n'a pas les moyens, avec ça, de financer des études en double aveugle. De toutes les façons, ces études seraient trop importantes sur le nombre de malades à mettre en œuvre, et on reste là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment une question d'ego, c'est-à-dire que des responsables se disent ce n'est pas possible que l'on fasse comme ça, on ne fait pas comme c'est marqué dans le bouquin. À partir du moment où il n'a pas fait comme c'est marqué dans le bouquin, on ne l'autorise pas à le faire. Demandez aux médecins de l'Académie de médecine, les quelques-uns qui sont contre le traitement de Raoult, parce que j'en connais d'autres qui sont pour, ceux qui sont contre, si leur femme, leur enfant ou eux-mêmes étaient malades et qu'ils étaient juste sur une forme symptomatique et qui commençaient à aller mal, est-ce qu'ils le prendraient ou est-ce qu'ils ne le prendraient pas? Voilà, ça c'est une question qui, je veux dire, quand on revient à maladie contre test d'un médicament. Et ne répondez pas tous à la fois. On le sait déjà d'un certain nombre de médecins qui ont réagi pour eux-mêmes. Et c'est une autre question. Merci, docteur Becker. Un autre auditeur, cher Jean-Marie. Nous sommes avec Violaine, une auditrice, Violaine, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Violaine. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai entendu dire, sur votre antenne depuis ce matin, que l'heure n'est pas à la polémique, certes, et qu'il faut unir nos forces et aller de l'avant et que le temps viendra pour régler les comptes. Je suis un peu de cet avis. Cependant, je ne comprends pas pourquoi il a été proposé, notamment par Dupont-Aignan hier. Je fais pas de politique, je suis pas plus pour Dupont-Aignan qu'un autre, mais je juge ce qu'il dit, voilà. Et il a dit qu'il avait été fait des propositions au gouvernement pour aider les entreprises, par exemple, pour les aider à investir dans des machines pour faire des masques. Et ils n'ont pas eu de réponse. Et ce matin, j'ai entendu également sur votre antenne qu'il a été envoyé un mail au professeur Salomon
en proposant la même chose. Une personne voulait faire je ne sais combien de masques, j'ai pas retenu le chiffre, et ils n'ont pas obtenu de réponse. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, écoutez, c'est une question, moi non plus je ne comprends pas, et nous sommes des millions à ne pas comprendre, effectivement. Il n'y a pas que Nicolas Dupont-Aignan qui a parlé chez nous à l'émission hier, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question d'un certain nombre d'usines, d'entreprises, etc., qui auraient pu être aidés à coût moindre et qui ne l'ont pas été. Écoutez, on verra si cet après-midi, Édouard Philippe répond, je ne sais pas si on va le questionner là-dessus, mais il répond de lui-même à la question, mais vous avez, moi je vais vous dire une chose simplement à titre purement personnel, c'est très bien l'Union nationale, mais l'Union nationale ne veut pas dire enterrer sous le boisseau et mettre sous le boisseau un certain nombre de questions. Vous savez, même en guerre et pendant la guerre et toutes les guerres, eh bien il y a des gens qui se sont posés des questions pendant la guerre et ils ont eu tout à fait raison de se la poser, et c'est notre rôle, non pas d'être négatif, mais de poser les questions. Vous savez, je dis toujours, nous n'avons pas réponse à tout, loin de là, mais nous avons question à tout, et je crois que c'est très important. Docteur Becker, juste une chose là-dessus, est-ce que vous pensez pas que à un moment donné, vous savez, de 600 médecins ont réagi en portant plainte pour, non pas non-assistance, en disant, voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Vous êtes pour que tous ces problèmes soient réglés après que le coronavirus, on ait réglé son compte, ou bien les questions doivent être posées même en ce moment? D'abord, je trouve pas élégant, non pas élégant, mais pas efficace d'essayer de porter plainte pour au pénal ou pour assassinat contre des ministres. C'est un petit peu polémique et ça n'a pas de, je pense pas que ça ait de sens. Moi, ce qui était intéressant, c'était l'action de Maître Krikorian, qui était une action juridique. Il faut se battre sur un plan juridique contre les choses que fait l'État de façon illégale. Le reste sera effectivement jugé sur le plan politique, mais non pas sur le plan pénal. Je voulais remercier ici Martine Vonner, députée du Bas-Rhin, qui m'a inclus dans son collectif Laissez-nous prescrire, parce que ceci va exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire non pas dans le cadre d'une polémique complotiste ou agressive, mais dans le cadre juste de relations entre citoyens et gouvernants, de façon dans le respect mutuel et de façon à dire nous souhaiterions cela, vous ne le voulez pas, permettez de vous poser des questions, ce que vous faites avec beaucoup d'efficacité. Posons des questions et rien qu'en nous posant des questions, nous trouvons déjà une partie des réponses et nous amenons le gouvernement à nous donner des réponses plus qu'en étant agressif. Tout à fait, c'est bien exactement, on dit nous, laissez-nous nous questionner et laissez-les médecins prescrire. C'est exactement ça. Merci à vous, docteur. Merci à vous tous. Merci à vous, docteur Becker, d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous tous de nous avoir appelés au 0826 300 300. On se retrouve demain à midi avec Berkov dans tous ses états sur Sud Radio. La journée continue en compagnie de Brigitte Lahaye, Sud Radio. Restez chez vous.